Alors aujourd'hui nous sommes à Bayonne où on va à la rencontre de Pauline dans le magasin Petit et Grand Opticien. Suivez-moi. Eh ben bonjour Pauline. Déjà pour commencer, l'idée c'est d'avoir ton avis sur le marché de l'optique aujourd'hui, sur comment tu exerces ta profession, comment tu vois les choses en ce moment, comment tu vois les choses dans 10 ans, enfin voilà, c'est de faire un état des lieux du marché de l'optique avec toi. L'idée quand même c'est de donner envie aux étudiants de faire ce beau métier et de montrer la diversité et la richesse de notre métier. Alors pour débuter, est-ce que tu pourrais te présenter, quand est-ce que tu as eu ton diplôme, où, etc. et l'histoire de ce magasin dans lequel on est à Bayonne. Donc moi j'ai eu mon BTS en 2011, ISO à Nantes. Ouais. Après j'ai fait une année de licence à l'ISV de Saint-Étienne, que j'ai suivi aussi à Nantes. Donc j'ai fait le diplôme européen sur la partie optométrie. J'ai pas fait la partie contacto, c'est pas un domaine qui m'intéressait plus que ça. Après j'ai arrêté mes études. Et tu as travaillé? Alors j'ai travaillé très tôt parce que dès que j'ai eu 18 ans, j'ai travaillé en boutique. D'optique? Ouais. Ah ok. Dès le premier été, donc je travaillais tous les étés et les week-ends. Ça me permettait de financer mes études. Dans un magasin, une enseigne Alors j'ai commencé, mon premier job c'était chez Afflelou et je faisais les montages. D'accord, mais à Bayonne? Non, pas du tout. T'es originaire d'où en fait exactement? J'ai pas mal bougé dans ma vie. Là où j'ai fait toutes mes études et le principal de ma carrière, c'était à Nantes et après Angers. Comment tu t'es retrouvée à Bayonne ici? Un choix de vie, un choix de couple. Ok. Voilà, un choix de couple. Moi, j'avais un job extraordinaire sur Angers, dans une super boutique. Et puis, mon mari voulait partir d'Angers pour des difficultés professionnelles. Il avait vraiment besoin de couper vraiment le cordon avec Angers. On est un couple un peu étrange. Et on a pris 2 cartes de France. On s'est laissé un mois individuellement pour choisir où est-ce qu'on avait envie de vivre pour arrêter de suivre le travail. Et en fait, 3 villes sont ressorties en commun. Il y a eu Vannes, Quimper et Bayonne. Ah ouais, d'accord. Moi, j'avais de toute façon une envie, un jour peut-être, un rêve d'avoir un magasin à moi. Vannes, j'avais déjà un copain installé, il était hors de question qu'on soit... évidemment que non. Quimper, finalement, on connaissait pas assez. Voilà. Et Bayonne, mon mari a fait ses études ici avec mon grand frère. Donc ça fait longtemps qu'on traîne ici. On a des amis très proches, les témoins de mariage sont d'ici. Donc on avait une attache amicale qui était déjà très forte ici. Et donc on s'est retrouvés à Bayonne, on est super contents. Trop bien. Ce magasin, donc tu l'as ouvert, acheté, c'est quoi l'histoire de ce magasin? C'est une création pure. Je l'ai ouvert en octobre 2022. Ah oui, d'accord, c'est récent. Il est tout récent, il a même pas un an. Ça a été un projet qui a mis 3 ans et demi à voir le jour. Pour ceux qui nous regardent et qui veulent ouvrir un magasin, est-ce que tu as des tuyaux, peut-être, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avec les autres, des choses que tu aurais fait différemment pour que ce soit peut-être plus rapide ou mieux? Ouais, c'est vrai. Beaucoup, je sais pas, mais quel conseil tu pourrais donner en disant faites pas ça parce que là franchement j'ai perdu 6 mois pour rien. Tu vois, est-ce que tu as des petits conseils comme ça à donner à ceux qui veulent ouvrir un magasin? Par exemple, moi j'ai perdu pratiquement 2 ans parce que j'avais besoin d'un prêt d'honneur à la CCI parce qu'il manquait un peu d'apport. D'accord. Et en fait, il fallait juste être patient et que cet apport-là, je l'apporte moi-même en fait. Il fallait juste que je le mette de côté un peu plus longtemps. Il faut juste être patient, arrêter de se dire c'est maintenant, tout de suite. Faut arrêter d'être un peu puéril là-dessus. Et il faut juste être patient, les choses arrivent à un moment donné. Et moi j'ai perdu 2 ans parce que la CCI ne voulait pas mon positionnement sur Bayonne. Donc ils refusaient ce prêt d'honneur qui me bloquait partout en fait alors que les banques me suivaient. Alors qu'en fait j'avais juste à attendre, l'apporter moi-même et du coup sans la CCI mon projet a vu le jour en fait. Donc là on parle d'une somme de combien qui te manquait, qui t'a fait perdre 5 000. Ah ouais, en plus c'est pas des sommes... non mais j'en avais besoin. Mais sauf que t'en avais besoin. À ce moment-là j'en avais besoin et en fait moi ça m'a permis en fait d'être patiente, de continuer à travailler, de réfléchir au projet. Donc j'ai fait des spécialisations, j'ai travaillé des niches et puis plus d'apports et un projet moindre. Voilà, le projet a changé en l'espace de 3 ans. Donc en fait on prenait le temps de la réflexion, posez-vous et chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, ça arrive quand ça arrive et il faut bien se préparer je pense. Comment se porte l'activité en ce moment? Moi c'est une création, ça fait peu de temps donc les gens me découvrent encore. Alors moi de par mon parcours, j'étais commerciale sur la route en lunettes quand les gilets jaunes sont arrivés. Ah sympa. Donc en fait je trouve que depuis les gilets jaunes c'est quand même un peu la galère. Tu vendais quoi? De la monture. Ouais mais quoi? Je faisais la collection Piero Massaro, Yuichi Toyama.
avec Lunact. Et Loul, c'était le lancement de Loul avant que ce soit racheté par Etnia. Moi, je faisais des collections un peu... Fallait être couillu quoi, pour les prendre parce que c'est des belles collections avec voilà, des implantations qui sont assez coûteuses quand même. Je crée des relations assez proches aussi avec les clients potentiels et mes clients. Ça a été une période très difficile, alors, en sachant que moi, en plus, j'avais les 3/4 de la France pour Pierrot et j'avais le Grand Ouest pour Yuichi et Loul. Je faisais énormément de routes, donc j'avais énormément de secteurs, donc des villes différentes qui ont vécu les événements différemment. Bordeaux, Brest m'ont beaucoup marqué par exemple. Brest et Bordeaux, ça a été vraiment très très costaud sur mon secteur. Du coup, tu as déjà fait le road trip de l'optique, mais pas filmé quoi. Ouais, c'est un peu ça. J'ai visité beaucoup de boutiques. Ouais, c'est ça. En gros, est-ce que l'activité se porte bien? Est-ce que c'est à la hauteur de tes attentes? C'est en deçà de ce que j'ai prévu, de mon dossier prévisionnel. Voilà, je suis très transparente. C'est bien en deçà, c'est pratiquement 50% de ce que j'avais prévu. Tu sais, c'est bien de se rendre compte de la réalité. Je parlais avec un opticien il y a 2 jours, enfin une opticienne en l'occurrence, pardon, et elle me disait, moi je travaille toute seule dans mon magasin, je suis la plus heureuse, mais par contre je gagne 2 fois moins d'argent qu'avant. Mais c'est bien d'être franc, parce que... Ouais, alors moi je dirais pas ça. Non, mais elle me disait ça. Je trouve que c'est bien de donner la réalité des choses en fait, tu vois. C'est très dur, il faut être vraiment bien armé et il faut être costaud. Bien entouré. Hyper important. Comme les célébrités en fait, mais dans un autre style. Ouais, mais c'est ça. Non, mais faut être très très bien entouré avec des gens qui font confiance surtout, parce que faut surtout pas de personnes qui soient négatives autour de soi dans ce genre de moment où en fait on met juste notre vie en jeu. Des économies de 15 années de carrière qui sont mises sur la table. Non, je trouve que c'est très difficile, la conjoncture est difficile, on est étonné à chaque période de ce qui se passe, parce qu'en fait on s'attend à avoir du monde et puis en fait il n'y a pas assez de monde. Tu disais que oui, c'était parfois pas facile, tu es en deçà des prévisions, comment tu peux l'expliquer tu penses? Je pense que c'est moi qui ai mal prévu, le fait que ce soit une création pure. Je pensais que les gens allaient me découvrir plus facilement, plus rapidement. Ma campagne de communication et de marketing allait être plus productive que ça, plus efficiente. Et du coup moi là ça fait 9 voire 10 mois que je suis ouverte et j'ai un résultat que j'avais prévu au bout de 6 mois. Donc c'est beaucoup plus lent que ce que j'avais pensé. Et puis on est sur un secteur un peu particulier qui est Bayonne. Alors je le savais, mais je ne m'attendais pas à ce que ça ait un impact aussi fort quand même sur mon chiffre. Pourquoi particulier? Il faut imaginer la ville par exemple de Poitiers, c'est l'agglomération de la Côte Basque. Sauf que Poitiers a un seul centre-ville, avec un centre commercial. Sauf que nous, ici, on a le centre-ville de Bayonne, le centre-ville de Biarritz, le centre-ville de Saint-Jean-de-Luz, le centre-ville de Bidart. Donc en fait, on est répartis sur plusieurs centres-villes, avec plusieurs centres commerciaux parce que c'est étalé. Mais en fait, en soi, si on prend le nombre d'habitants de la Côte Basque, c'est Poitiers. Tout le monde se répartit dans chaque centre-ville. Il n'y a pas un centre-ville fort où les gens ils vont faire leur shopping dans le centre-ville de Bayonne ou dans le centre-ville de Biarritz. Bah non, en fait ils vont chacun aller picorer. Mais parce que tous les centres-villes sont dynamiques? En fait se répartissent vraiment. T'as pas besoin d'aller je sais pas où pour faire tes achats, c'est ça? Bah ouais, c'est ça. C'est juste une question d'ambiance, donc il y en a qui vont préférer l'ambiance de Saint-Jean, mais n'empêche que sur le nombre d'habitants, nombre de chalands potentiels, c'est réparti sur plusieurs centres-villes. Si t'es à refaire, tu communiquerais de la même façon? Non. Alors, je garderais mes sous déjà pour de la trésor, mais ça, je le savais pas à cette époque-là. J'enlèverais tout ce que j'ai fait de type petit futé, j'arrêterais. Enfin, je ferais pas. Site internet, je ferais pas. Par contre, je conserve tout ce qui est communication physique où je me déplace. Donc tout ce qui va être les réseaux pro où je suis rentrée, ça c'est juste mais essentiel 10 000 fois. Tu fais partie d'un BNI? Oui. Ok. L'assaut des commerçants? L'assaut des commerçants, oui. Je fais aussi partie du FCE, donc femme chef d'entreprise du 64. Je fais aussi partie du DAF, donc dirigé au féminin sur le 64, qui est vraiment local pour le coup. Et ça amène énormément de chiffre d'affaires. Très bien. C'est juste ma source, c'est ma source tout court en fait. Bah oui. Donc ça c'est juste essentiel et je ferai pas le reste en fait. Et le reste, je le garderai pour de la trésor. C'est la personnalité qui va faire que j'ai des gens. Moi, depuis mon ouverture, 70% des ventes que j'ai réalisées aujourd'hui, je suis allée les chercher à l'extérieur. Donc, il n'y a pas de secret. Encore aujourd'hui. Donc là, par exemple, le client qui était là pour les lunettes de vélo, c'est le réseau. C'est parce que j'ai vendu une lunette de cycliste, que je lui ai dit parle-en à tes copains, il est venu me voir. Et c'est que ça. En fait, il n'y a pas de clients spontanés qui vont rentrer parce qu'ils sont en train de m'observer. Ils sont encore dans le doute, j'ai pas encore la confiance. Mais ça, c'est important de le dire parce que tu as l'impression que... On s'attend pas à ça. Voilà.
quand on ouvre un magasin, on se dit ouais, bah c'est bon, je fais un super magasin, évidemment. C'est possible de faire 3-4 heures d'eau à la semaine quand même, c'est possible. Ouais, ouais, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça de les faire. Ça, c'est un vrai point et je trouve que c'est très fort de dire ça parce que c'est la réalité du terrain. On va dézoomer un petit peu. Quelle est ta vision du marché de l'optique? Quel est le point fort du marché de l'optique? Quel est le point faible du marché de l'optique selon toi? Le marché de l'optique, moi, je le trouve extraordinaire. Ouais. Je suis très fière de faire partie de ce domaine-là. Le gros point fort pour moi, ce sont les entrepreneurs opticiens qui sont juste incroyables de renouvellement, de savoir se réinventer. Enfin, moi, je trouve que la partie Covid, elle a juste montré un savoir-faire inouï de nos entrepreneurs. Il y a une grande intelligence stratégique chez nous. Et ça, c'est extraordinaire. Le point faible, c'est notre manque de solidarité. Notre manque de cohésion dans notre profession, où en fait, la plupart, on est tous passionnés par notre métier. Moi, j'ai de la chance d'avoir des confrères ici sur Bayonne avec qui je m'entends très bien, avec qui on s'envoie des clients mutuellement. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Mais c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas le cas de tous les secteurs. On parle pas assez d'une voix pour défendre notre métier, pour être fort et pour dire là stop, c'est bon, ça suffit, on a été assez matraqués. On est un métier qui est super beau, sans nous, en fait, c'est pas possible, il faut garder la filière, c'est obligatoire. On arriverait sûrement à changer l'état d'esprit des gens sur notre métier si on travaillait ensemble. Est-ce que tu as des difficultés que tu rencontres dans ton métier aujourd'hui? Tu dis ça, c'est vraiment une galère quoi. Les mutuelles. Ouais. Les mutuelles, c'est vraiment une galère. Tu es adhérente réseau de soins, tu as des partenariats avec les réseaux fermés? Moi, je travaille avec pratiquement toutes les mutuelles en réseau ouvert. Donc carte blanche, Actil, vous avez Actil vous? Non, je ne fais pas carte blanche, je ne fais pas Actil justement. Non, par contre, je vais faire tout ce qui est Oxentis, donc Via Medis, Harmonie Mutuelle. Ouais, mais tu n'es pas adhérente Calixia? Ah non. Tu n'as pas adhérente réseau fermé? Non. Ok, donc ta relation avec les réseaux fermés, pour moi réseau fermé c'est Santé Claire, Calixia, Itelis et CVA. Non, aucun. Oh, voilà. Aucun. Ok, ça c'est un choix personnel. Oui, c'est un choix éthique. C'est un choix, personnel. Ouais. Ok. Et donc, tu veux l'expliquer? Enfin, c'est quoi ta vision de ça en fait? Pendant que je préparais le magasin, j'ai travaillé pendant une année chez Écoutez Voir pour des raisons financières. Et en fait, j'ai eu l'exemple même qui résume très bien en fait ce que j'ai toujours pensé de ça. Parce que j'ai travaillé longtemps en enseigne, au début de carrière, on travaille généralement en enseigne, et puis après je me suis plutôt spécialisée chez les indépendants. En fait, mon problème avec les mutuelles, c'est qu'aujourd'hui, l'opticien devient robot. C'est-à-dire qu'en fait, l'opticien aujourd'hui, moi c'est ce que j'ai constaté dans mes équipes chez Écoutez Voir, ils ne réfléchissent plus à ce qu'ils vendent, ils ne réfléchissent plus à ce qu'ils proposent. Les personnes arrivent, on dit voilà, installez-vous, super. Alors déjà l'opticien considère que c'est un service. C'est pas un service de demander à quelqu'un de s'asseoir. Déjà il s'assoit comme ça, prend la souris. Il n'a toujours pas regardé son client. Vous vous appelez, ordonnance, carte vitale. Comme ça. Ok. Bon, je vous laisse choisir la monture, parce que de toute façon on n'a pas le temps. C'est l'usine. Donc le client va chercher tout seul sa monture. Donc il y a zéro conseil, zéro accompagnement. Mais c'est de la folie. Donc là je vais vous sortir le devis. Donc là vous avez le 100% santé, et là du coup je vous propose ce verre là, avec la Nancy, qui vous fera tant avec la mutuelle. C'est la mutuelle qui décide à la place de l'opticien. En fonction du client, c'est un délire. Est-ce que tu as mis quelque chose en place d'innovant dans ton magasin? Alors moi personnellement non. Par contre j'ai reproduit des méthodes qui sont innovantes, qui sont une autre façon de voir. Et puis moi qui ai fait beaucoup de magasins, je les ai pas vus autre part en fait. Donc ça reste des choses innovantes, mais ça vient pas de moi. Ouais, mais c'est pas grave. Voilà. Et c'est comme rendre à César les méthodes de vente, sortir complètement de toute la structure qu'on a toujours eue partout sur étape 1, l'accueil, étape 2. Voilà. Mettre vraiment de l'humain, de l'expérience client. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui va marcher. Enfin, mais concrètement, ça se passe comment quand on vient chez toi? Je viens acheter des lunettes. On discute d'abord. En fait, on va parler de la grand-mère, des vacances, de où tu habites, qu'est-ce que tu penses du Pays Basque, tes loisirs, tes passions, voilà. Et les gens comprennent ça? Ouais. Ils te disent pas, mais qu'est-ce que tu veux? Ça peut les brusquer. Oui. Ça peut les brusquer parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on s'intéresse vraiment à eux. Oui. Donc parfois il peut y avoir des petits moments de qu'est-ce qu'elle me veut, trop de questions. Un peu de retenue. C'est tout le défi d'essayer de créer du lien, de détendre les gens. Et puis après, je les place devant le miroir. Oui. Et c'est moi qui choisis. Ok, tu leur ramènes les montures. Ah, c'est moi. Et je les cache dans mon dos. Ok. C'est un théâtre en fait. Ok, excellent. Non, mais c'est vraiment une pièce de théâtre. Ok, excellent. C'est comme ça que j'ai appris, que je me suis épanouie dans mon métier. C'est comme ça qu'on me l'a appris à un moment donné dans ma carrière, que je reproduis aujourd'hui et que je trouve juste
extraordinaire. Ok, top. L'effet que ça fait, c'est assez fou. Trop bien. Surtout quand on va surprendre la personne parce que d'elle-même, elle serait jamais partie sur un produit comme ça. Elle se regarde et qu'elle dit « Ah mais waouh, mais c'est fou !» Ok, alors que instinctivement... Mais pas du tout. On l'explique aux collaborateurs, hein, le client qui regarde, dans la plupart du temps, il va te dire « j'ai rien trouvé ». Mais quand c'est toi qui lui proposes, évidemment, il trouve son bonheur. Donc c'est le rôle de conseil de l'opticien, il est quand même Et important. on s'arrête à 5, max. Ok. Il faut que dans les 5, on ait trouvé. Très bien. Une fois que les 5, elles sont passées et qu'on n'a pas trouvé le coup de cœur, le truc qui va faire waouh, on le sent, hein. On le voit direct dans les yeux des clients quand ils se regardent dans le miroir. Bien sûr. Là, c'est que la vente, elle est en train de filer. Ouais, j'ai compris. Donc en innovation, on va dire, tu as repris une méthode de vente qui est plus dans l'accompagnement du client, l'écoute du client, la théâtralisation, on peut dire comme ça. L'expérience client. L'expérience client. C'est vraiment ça. Ok. Tu parlais tout à l'heure, avant qu'on filme, de la spécialisation que tu as pour les enfants. Oui. Et principalement dans le handicap. Oui. Bah ça c'est, je trouve, une innovation. Est-ce que tu veux en parler? L'histoire, c'est que moi j'ai un fils qui est hypermétrope strabique. Ouais. Quand j'ai quitté le monde du magasin pour devenir commercial, je me suis retrouvée sans magasin. Oui. Pour faire les lunettes de mon fils. Oui. Galère pour une opticienne. Donc il a fallu que j'aille chez les petits copains pour faire des lunettes pour mon fils. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, même chez les opticiens que je respecte énormément ici sur la côte basque, que je connais bien, ça manquait de choix, ça manquait d'originalité, ça manquait de technique pure. C'est-à-dire qu'en fait, les prises de mesure n'étaient pas bien prises. On parle de strabisme, mais en fait, ça affole l'opticien qu'on a en face de soi parce que c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Et du coup, forcément, ça y est, c'est bancal, ça tremble. Moi qui étais en recherche de faire passer mon projet, il faut donner une réponse pour les gosses en fait, parce qu'il y a un vrai besoin. Et donc, je me suis spécialisée là-dedans, donc j'ai fait une formation spécifique pour l'enfant. J'ai ressorti aussi mes cours de licence pour ressortir tout ce qui était... amblyopie, ce genre de trucs pour se remettre un peu à la page. J'ai un réseau très fort en artisanat, en lunetterie. Je connais beaucoup de monde et du coup, j'ai passé quelques coups de fil et du coup, aujourd'hui, je peux proposer les lunettes de Jean-François, comme je te disais, que je peux personnaliser en taille, en forme, en cote. Mais aussi, je propose pour les enfants handicapés et adultes handicapés, mais surtout pour les enfants. Donc, je me suis associée avec les centres polyhandicap du 64 et Sudland. Et du coup, je propose une collection qui est façonnée par Alexis Gilles et en fait, qui est opticien, mais artisan lunetier, qui a obtenu le prix d'innovation des Hauts-de-France. Donc qui a été subventionné par les Hauts-de-France pour mettre au point son projet. Le système est un système de pattes comme on utilise en audioprothèse. Ça permet de faire l'empreinte du nez avec des référentiels. Donc j'ai tout un boîtier qui va avec. On peut aussi personnaliser les couleurs. On peut y apposer des petits aimants quand vraiment les corrections sont fortes pour poser des clips comme chez Afelou, c'est le même principe. Et ça permet d'adapter à chirurgie faciale à répétition, grande sensibilité, ablation d'oreille, tumeur au cerveau et aussi tout ce qui va être trisomie parce qu'il n'y a aucune lunette standard qui leur va. Donc là, c'est l'expérience personnelle qui fait qu'en fait, on se retrouve en magasin devant des enfants comme ça, des enfants hyperactifs, des enfants autistes et en fait, on n'a pas de réponse à leur donner sur leur quotidien, sur les accompagnants, ceux qui les gèrent au quotidien. Les lunettes, c'est un enfer pour eux. Donc quand ils sont en fauteuil bloqués, qui peuvent pas bouger mais qu'ils ont l'arrière du fauteuil qui pousse les branches et ainsi de suite, ils ont non-stop ces gens-là ont non-stop les lunettes qui sont de travers, mal, ils sont souvent en 100% santé. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, c'est pas possible de les laisser comme ça. Ça, c'est le sens de ce que je fais tous les jours. Ça reste une niche, c'est quelque chose que je fais pratiquement jamais, évidemment, sur l'année. On est 11 en France à proposer le système d'Alexis, donc ça reste quelque chose de ultra spécialisé. Et juste, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Quel est ton avis sur la formation des opticiens aujourd'hui? Le BTS est totalement à réformer de A à Z. Il faudrait passer d'un BTS en 2 ans à une licence en 3 ans. Qu'est-ce qu'on doit y ajouter? Qu'est-ce qu'on doit enlever? En fait, on doit ajouter des choses. Soit toute la partie théorique, elle est OK, c'est-à-dire que c'est hyper essentiel parce que si c'est pas pendant les études, on va jamais le comprendre plus tard. Donc c'est hyper essentiel. Par contre, il faut vraiment injecter toute la partie vente, psychologie de vente, compréhension de l'autre. C'est pas possible de lâcher des étudiants comme ça qui sachent pas vendre en fait. On est des vendeurs. Pour moi, ma vision de mon métier, c'est que de toute façon, la vente elle est au cœur. C'est-à-dire qu'on peut être technicien en atelier, de toute façon, il va falloir vendre derrière. Enfin, il va falloir avoir ce truc. Parce que quand on n'a pas cette fibre-là, ou quand on l'apprend pas, je suis désolée, mais faut changer de métier. Quand on est spécialisé dans les examens de vue, qu'on peut faire même de la rééducation du contacto ou quoi, il faut avoir ce lien, ce contact avec le client. Chez nous, on ne parle pas de patientèle. On parle de la même chose pour les médecins, c'est-à-dire qu'on reproche aux médecins de traiter les patients
comme des maladies ambulantes, mais pas comme des humains. Mais en fait, les médecins ont aussi une part de vente, entre guillemets. La vente, en fait, ça n'a rien de vulgaire. Bah non. C'est juste de l'humain. Mais ça fait de l'écoute envers les autres. C'est tout, en fait. Il faut être juste empathique et avoir de l'écoute. Je suis d'accord. Si demain, tu es nommé ministre de la Santé, qu'est-ce que tu mets en place pour la filière de l'optique? La TVA à 5%. Ok. La TVA. Il faut changer la TVA. Okay. La TVA à 20%, c'est plus possible, c'est à vomir. Très bien. Donc, Pauline, ministre de la Santé, on réforme TVA 5,5, c'est la première mesure. Il n'y en a qu'une, tu peux en faire qu'une. Bah, donc c'est celle-là. TVA 5,5. C'est celle-là. Très bien. Ça peut résoudre beaucoup d'a priori vis-à-vis de la clientèle aussi, qui ne comprennent pas qu'en fait il y a 20% qu'on reverse. Mais oui. Donc c'est juste énorme en fait, et c'est juste un besoin primaire, la lunette, c'est vital, c'est un handicap. On est fournisseur de biens médicaux, on est professionnel de santé, et bien mettons-nous sur la TVA de la santé. Très bien. Quel est ton avis, ton franc avis sur les syndicats professionnels? Absents, c'est tout ce que j'ai à dire. Ils sont totalement absents. Aujourd'hui, tu te sens informé par ce que font? Zéro. En fait, en soi, si moi je fais pas ma veille, parce que je suis quelqu'un qui est passionné par mon métier, donc je vais faire une veille, je sais à peu près de quoi on parle, mais parce que je suis allée chercher l'info, parce que je suis allée chercher qui c'était, parce que je suis allée chercher des articles, je sais qu'ils font des congrès, mais j'y vais pas parce que je sais que ça va mener à rien. J'ai pas l'impression que ce soit des personnes qui veuillent vraiment être actifs. Ok, c'est pas moderne. Bah non. Comment tu vois l'optique dans 10 ans? Alors, pas comment tu aimerais le voir, comment tu vois le marché dans 10 ans? Quelle évolution majeure? En soi, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose qui aura changé, mis à part le 100% santé qui va être plus évolué. Ok. Plus évolué, c'est-à-dire plus répandu, ou alors les verres vont être plus haut de gamme? Ce seront des verres plus haut de gamme. D'accord, ok. Pour moi. Oui. Mis à part ça, ça sera à peu près statu quo, toujours le même système de mutuelle, voilà, parce qu'en fait ça arrange tout le monde. Je pense qu'il y aura moins de petits magasins et plus de gros. Que la proportion va changer, qu'il va y avoir beaucoup de fermetures dans les années à venir, qu'il y aura moins d'ouverture aussi. Est-ce que tu as une anecdote que tu voudrais partager, un peu rigolote ou un peu triste, ou ce que tu veux, une anecdote qui a marqué ta carrière et tu te dis ouais, ça je n'oublierai jamais, c'est un truc de fou? C'est vrai. Moi j'ai eu un tournant dans ma carrière et c'est un client qui l'a créé. Moi j'ai commencé chez Afflelou, j'ai fait plusieurs enseignes, j'ai travaillé chez Chris, j'ai travaillé chez Vision Plus, j'ai travaillé chez Grand Optical. Et puis au bout d'un moment, je me suis retrouvée chez un indépendant qui faisait de la mutuelle. Donc un indépendant mutualiste. Ça arrive. J'en connais pas, mais ok. Voilà. Et puis je m'en souviendrai vraiment toute ma vie, un 24 décembre. Donc déjà jour de Noël. Ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas. Enceinte comme ça. Il est 18h, un 24 décembre. Il fait nuit dehors. Et là, j'ai une famille africaine qui arrive en magasin. 4 enfants, 2 adultes. Vraiment, ça a eu un tournant dans ma carrière. Vas-y. Ils me disent, voilà, à cette époque-là, il n'y avait pas encore le 100% santé, c'était encore la CMU. Donc, ils me disent, voilà, on est sous couverture CMU, très bien, on est là. Donc, ils me sortent les 6 ordonnances, couverture CMU. Très bien. On choisit les lunettes, je leur explique et tout ça. Et pendant que je suis en train de faire le clac, parce que je connaissais pas encore l'expérience client, d'accord bon, je suis quand même sympathique, je fais quand même parler les gens. Et en fait, il m'explique qu'il vient de Saint-Afrique, que ça fait 2 ans qu'il habite sur Angers. Sa famille et lui ont eu tout un parcours du combattant pour arriver jusqu'en France. Lui, c'était un riche. C'était le plus riche de son village. Quand la guerre en Centrafrique a commencé, ils sont allés en premier dans sa maison avec des machettes. Donc ils se sont tous mis à courir, ils ont complètement fui en fait, sans rien derrière. Et donc ils ont fui, ils ont traversé tout plein de pays pour arriver en France. Et je dis oh là là, dis donc, sacré parcours et tout. Il me dit oui, mais moi par contre, moi je suis très riche. Moi sur mon compte en banque aujourd'hui, je suis très riche. Donc moi mes enfants ils allaient en lycée français, tout ça machin, bon je payais tant l'année et tout ça. Et il me dit moi vous vous rendez compte, en France sur Angers là, je suis depuis 2 ans en hôtel payé par l'État. J'ai une sécurité policière parce que du coup je suis exilée politique parce que j'étais très riche et j'avais une place importante politique. Mes enfants sont scolarisés et tout ça. Vous me payez les lunettes, c'est qu'en plus vous êtes en train de me servir là, vous êtes adorable, vous me souriez alors qu'en fait moi je vous ai rien demandé, je suis blindée aux as. Je peux vous payer tous les jours ce que vous voulez. Mais non, moi tout est payé, machin. Et il dit c'est ça qui est fou, c'est que toute l'Afrique le sait. Tout le monde sait que vous souriez, vous êtes gentil avec nous, machin. Et bah ce soir-là, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. Et je me suis dit, mais moi je suis en train de me tuer la tâche pour mon salaire. Je suis en train de servir tout le monde en souriant, à être devant les vitrines, à être visible toute la journée et tout ça. Pour au final des gens que je paye avec mes impôts, mais j'ai rien contre eux, hein, ils ont un parcours, mais bravo à eux, mais ça tourne pas rond quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc je suis partie dans le luxe. Bah oui, je suis partie dans le luxe. Non mais ça marque et ça montre. On parlait juste avant du système là et ça montre les limites. Donc, mais là le monsieur me riait au nez. Hein. Il le disait pas sous le ton de vous êtes mignonne, vous êtes. Non. Il me riait au nez. Mais genre il disait quoi? Il disait d'accord ok. Mais en plus vous les Français.
c'était limite, vous êtes con, parce qu'en plus, vous souriez, quoi. Ouais. T'as envie de lui dire, tu sors. Casse-toi, en fait. Casse-toi. Ouais, tu m'étonnes. Là, t'es en train de te foutre de ma gueule. Non, mais c'est une folie. Ouvertement, quoi. Une folie. Est-ce que, dans un magasin de 10 personnes, quelle est la répartition idéale, selon Pauline, diplômés, non diplômés? Idéal, pour moi, c'est 50-50 et encore. Ça peut être 40% de diplômés, 60% de non diplômés, par exemple. Pour moi, c'est pas 100% de diplômés, non, pas du tout. Il y a plein de compétences qu'on peut... Et ça, c'est une vraie... qui manquent aujourd'hui dans le BTS. Si on réformait le BTS, on pourrait être à 100%. Oui. Mais vu qu'il nous manque des compétences, on a besoin de s'entourer d'autres. Moi, si aujourd'hui j'avais une deuxième personne, ce serait pas un opticien. Quelle est pour toi la qualité principale d'un opticien, une best practice que tu pourrais partager, quoi? La première, c'est lié aussi avec la réforme du BTS. Il faut absolument connaître l'histoire de la lunetterie. Donc en fait, savoir choisir des montures. Donc connaître l'histoire de la lunette? Ouais, bien acheter les montures. Pour moi, il faut absolument que ce soit une best practice. La deuxième, c'est l'écoute, l'accueil, le sourire, le best practice, la base. La base. Qui n'est pas appliqué en fait, c'est ça. Pour moi, souvent pas appliqué. Ok, tu te vois où dans 10 ans? Ça fait des années que mon parcours est créé comme ça, que j'ai créé un réseau fort entre artisans et tout ça parce que j'ai vraiment envie de défendre mon métier. Et c'est pour ça aussi que je suis devenue commerciale. J'avais besoin d'aller voir ce qui se passait de l'autre côté parce que je ne comprenais pas ce qui se passait et en même temps comment je pouvais servir les démotivés. Ok. Compris. Est-ce que tu as mis en place dans ton magasin, dans tes activités, des choses dans la démarche RSE? Oui, alors j'ai pas mis forcément de priorité sur la provenance de mes montures parce que je sélectionne selon mon avis les meilleurs, mais c'est mon avis. Oui. Malheureusement, ils sont pas tous français. Par contre, toutes mes machines, tout ce qui va être PC, tout mon matériel hi-fi et technique, c'est du reconditionné. Okay. Reconditionné en France. J'ai une machine qui s'appelle la Nemo qui a été brevetée en Normandie par EUM qui est en recyclage d'eau. Donc il faut savoir que pour un montage de verre, on utilise entre 20 et 30 litres d'eau pour 2 verres. Non mais c'est fou furieux quand même. Et moi avec 30 litres d'eau je fais mon année. En fait c'est une machine, on remplit les 30 litres, ça va partir en machine et c'est autonome. Donc ça revient, ça refroidit légèrement. Il y a des filtres, ça revient, ça refroidit légèrement l'eau et ça repart et ça repart et ça repart. Donc il y a un peu d'évaporation, donc il faut remettre de temps en temps, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Donc c'est un investissement de départ. Bien sûr. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui a changé dans le métier d'opticien depuis que tu as eu ton diplôme? Aujourd'hui, est-ce que l'opticien moyen est meilleur et moins bon et s'est perfectionné là-dessus ou a perdu là-dessus? Est-ce que tu as une idée Ce qui a changé, c'est qu'on est passé de pratiquement pas de devis à aujourd'hui devis obligatoire, 100% santé, mutuelle, réseau fermé. Mais l'opticien est meilleur ou pas? L'opticien, dans sa pratique? Il n'y a pas d'évolution, on est toujours pareil. Il y a des enseignes qui se démarquent par leur manque de savoir-faire. Et après, le reste, je trouve que ça se mêle, c'est-à-dire qu'il y a des magasins Chris qui vont être extraordinaires avec des lunettes folles, un savoir-faire technique fou et en même temps il y a des indépendants qui vont être nuls. Par contre, je trouve qu'il y a vraiment des enseignes qui sont un peu les champions du manque de savoir-faire. La téléophtalmologie, t'en penses quoi? Comme toute la télémédecine, c'est juste fait pour combler les manques, mais en fait on va sur... C'est moins bon qu'une consultation en physique. Bien sûr, ça paupérise en fait la santé. Ok. Alors Pauline, est-ce que tu as un coup de gueule à passer? Parlons peu, mais parlons bien. Les remboursements de monture, c'est absolument plus possible. À 100 balles, c'est plus possible. Et les cotisations qui augmentent mutuelles, c'est plus possible non plus. On va enchaîner sur une quinzaine de questions très rapides. Ray-Ban ou Persol? Persol. Atelier ou examen de vue? Atelier. Chemise ou polo? Chemise. Rof ou Fnof? Fnof. Montage à chaud ou montage à froid? Montage à froid. Concurrent ou confrère? Confrère. Métal ou acétate? Acétate. Silmo ou Mido? Silmo. Tu préfères avant le Covid ou après le Covid? Avant le Covid. Tu préfères avoir -8 ou avoir +8? -8. Tu préfères Cosium ou Pro-Optique? Cosium. Tu préfères être seul dans un magasin de 150 mètres carrés ou 15 dans un magasin de 50 mètres carrés? 15 dans un magasin de 50 mètres carrés. Ok. Faire l'inventaire du magasin ou gérer les tiers payants? Gérer les tiers payants. Ok. Loucher ou diverger? Je préfère loucher. Ok. Tu préfères voir double ou voir la moitié des choses? Je préfère voir double. Former ou être formé? Ah. 50-50. Ok. On dit un client ou un patient? Un client. Tu préfères te planter un tournevis dans le doigt ou changer des plaquettes toutes vertes? Je préfère franchement changer des plaquettes toutes vertes. Ok. Et enfin, dernière question. Tu préfères liker le road trip de l'optique sur Instagram ou liker le road trip de l'optique sur Instagram? Liker 10 000 fois et partager. Merci beaucoup. Merci à vous.